Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme. Alors là, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau livre. Il s'agit du Millionnaire paresseux de Mark Fisher. Alors, qui est Mark Fisher? Alors, Mark Fisher, c'est un Canadien, plus précisément, il est québécois, donc il est francophone, il me semble. Et donc c'est un écrivain, un romancier. Il a écrit énormément de livres. Alors c'est le premier que je vais bien lire de lui. J'ai jamais pris le temps de, même si j'en ai quelques-uns des livres de lui. Jusqu'à présent, j'avais pas encore pris le temps de lire un de ses livres. Alors au début, moi, j'ai commencé ce livre. Et puis je me dis, bon ok, piqûre de rappel, il parle pas mal de choses classiques, des choses qu'on avait déjà vues dans Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki et tout. Et par la suite, il m'a surpris sur certaines choses. Je me souviens, c'est le but, quand je lis un livre, je cherche une chose ou plusieurs de nouvelles. À partir du moment où il y a seulement une chose de nouvelle qui est intéressante, et ben moi je suis content, j'ai appris quelque chose d'intéressant que je vais pouvoir mettre en pratique. Le truc ici qui m'a vraiment surpris dans son livre, c'est son histoire pour résoudre son histoire d'immobilier. Alors, il faut savoir que lui, il a acheté son premier bien immobilier, et c'est pas mal l'histoire. Et bon, c'est un gars, enfin, c'est pas c'était, c'est un gars qui aime négocier, donc il a négocié le prix, et il a acheté un appartement qui valait, je crois, qui demandait 45 000 dollars, donc dollars canadiens, et il a fait une offre à 25 000 dollars, etc., et puis il a réussi. Du coup, il a payé l'appartement à 25 000 dollars avec une personne qui était déjà en locataire, qui était locataire du bien. Et lui, il ne savait pas pourquoi il a réussi à négocier aussi bas pour que ça marchait, mais en tout cas, il a proposé, il avait rien à perdre, il a raison. Et du coup, il avait le bien, mais ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était le locataire, elle a payé une fois le premier mois et après elle payait plus. C'est donc un truc très classique et c'est quelque chose qui cause problème selon certains pays, dont la France, mais aussi visiblement ça concerne aussi les Canadiens, ou du moins au Québec. Quand vous avez quelqu'un qui paye pas, vous pouvez pas le foutre dehors comme ça. Alors que si c'est une résidence, si c'est sa résidence principale, vous pouvez pas le mettre dehors si facilement. Et donc c'est un problème parce que tous les mois qui passent, vous payez bien tous les mois. Vous perdez de l'argent du fait qu'elle vous paye pas et surtout si vous avez crédit sur le dos, c'est encore pire. Donc lui, il a expliqué une astuce qu'il a appris d'un de ses mentors en immobilier et j'ai trouvé ça trop génial. Il a dit voilà, à partir du moment où la personne ne paye pas la deuxième fois son loyer, et eh ben elle lui sort bon, j'efface vos dettes, je vous paye un loyer gratuitement et vous me foutez le camp en gros de l'appart ou du bien de la maison qu'apporte. Et j'ai trouvé ça trop génial parce que vu que tu ne peux pas légalement la foutre dehors, ben, l'idée voilà c'est tu lui dis voilà au bout du deuxième mois bon ok j'efface vos dettes, je vous paye un loyer et vous me fichez le camp donc de l'appartement. Et apparemment, il a donc utilisé cette méthode et ça a marché. Alors, je sais pas si ça marche. J'ai pas testé la méthode et je sais pas combien de fois ça marcherait, mais c'est une idée vraiment géniale pour se débarrasser de la personne. Parce qu'il faut bien comprendre que si la personne elle reste dedans, tous les mois qui passent, chaque fois vous perdez tant et tant d'argent. Et donc le mieux c'était de la foutre dehors la personne et de perdre le moins possible en fait. Donc vous effacez les dettes, vous les payez 500 dollars ou je sais pas combien selon ce qu'elle paye par mois et vous la foutez, qui vous permet de la foutre dehors tout de suite sans chercher un truc juridique et vous perdez moins dans cette histoire et ainsi vous pouvez reprendre vos gains en trouvant un nouveau locataire. Donc ça c'est le truc que j'ai lu dans le livre qui m'a hyper plu. Sinon bien entendu lui il est bien entendu vu le titre le millionnaire paresseux ça va pas dans le sens de travailler à gogo. Allez, moi je les déconseille de travailler à gogo, moi je l'ai fait. Et je peux vous dire que, à part vous ayez votre santé, vous n'allez pas forcément vous enrichir. Alors, bien sûr, si votre but c'est pas d'être millionnaire mais milliardaire, surtout si vous avez un certain âge, effectivement, il va falloir travailler dur. Il n'y a pas le choix. Mais juste pour être multimillionnaire, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas besoin en fait de travailler dur pour être multimillionnaire et vivre comme vous voulez. C'est pas nécessaire. Et donc lui,
il utilise principalement la loi du principe 80-20. Donc on l'a vu aussi dans d'autres livres comme la semaine des 4 heures, etc. C'est la loi de Pareto. Et donc il prend ce point-là en compte et d'autres points. Et donc on va un petit peu voir quelques notes que j'avais mis. Je ne me rappelle plus forcément par cœur. Mais c'est vraiment un livre qui est bien et c'est le genre de livre que je prime aujourd'hui plutôt que les trucs où la personne a dit oui, travailler à fond, machin. Eh ben non, travailler à fond, oui, peut-être pendant un certain temps et surtout si vous êtes sur la bonne voie, hein, parce que à la limite, vous pouvez travailler à fond pour gagner bien plus, mais il faut aussi que vous êtes dans la bonne voie. Mais il faut aussi savoir que c'est au déprimant de votre santé, etc., que c'est un choix après. Mais pourtant, travailler à fond, c'est pas bon pour votre santé et en plus, ça vous garantit pas les gains. Si on reprend un autre livre qui était le livre de la réponse de John Assaraf et de Murray, ben, eux, ils avaient été clairs. Il faut travailler intelligemment et non travailler forcément dur. Travailler forcément dur va pas vous faire forcément gagner de l'argent, même si vous travaillez 1 an, 2 ans, 5 ans, le temps que vous voulez. Hein. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs projets longtemps. Alors quand j'entends les gens, ouais, bon, ça n'a pas marché parce que tu as travaillé seulement pendant un petit mois ou machin bidule, et ben je dirais, hein, il y a certains projets, j'ai passé plusieurs années et c'est pas pour autant que ça marchait. Déjà, le truc pour que ça marche, il faut déjà vouloir gagner de l'argent. Alors quand vous avez dans l'état d'esprit de l'argent, vous savez que vous en avez besoin, mais de l'autre côté, vous avez un problème de regarder parce que c'est soi-disant mal vu, etc. En fait, le problème, il est déjà là. Il faut changer cet état d'esprit. Et ça, c'était quelque chose qui était pour moi difficile, seulement pour la plupart des gens, parce qu'à la base, moi, je suis issu d'une famille qui est ouvrière. Et donc, encore aujourd'hui, ils ont toujours cet état d'esprit. L'argent, c'est pas bien, machin, ci et ça. Or que non, en fait, l'argent n'est en fait qu'un outil et l'argent, c'est juste un multiplicateur. Donc, si vous avez plus d'argent, vous allez plus faire cette chose que vous voulez faire. Ça va pas vous rendre bien ou mal et c'est tout à fait faux. Et ça, c'était le premier truc que moi, je devais résoudre il y a longtemps. Moi, ça fait quelques années que dans la tête, j'ai plus de problèmes au niveau de l'argent. Par contre, j'avais d'autres problèmes. Plus, c'est j'aime pas trop le fait là où on est contraint d'influencer parce qu'influencer ça veut dire manipuler, etc. Mais bon, après, le truc c'est est-ce que vous le faites avec des bonnes intentions ou des mauvaises intentions? Est-ce que vous essayez de faire que c'est gagnant pour tout le monde ou que c'est un système de gagnant-perdant? Et en fait, en réalité, si vous pouvez arriver à faire que c'est gagnant-gagnant, et c'est ce qu'il faut faire parce que si vous voulez que les gens y reviennent, il faut bien que vous apportez vraiment de la valeur aux gens. Vous n'avez pas le choix, il faut rapporter beaucoup de valeur. Donc, en tout cas, on va revenir sur l'histoire de ces livres. Alors, le chapitre 1, ça commence par un truc. Qu'est-ce qu'un millionnaire paresseux? Et alors, il dit. Ouais, il y a seulement 4 types d'officiers. Ouais, il y a des ouais. Alors, il parle d'officiers comme quoi il y a 4 types. Donc, si vous voulez, il y a 4 catégories de personnes. Premièrement, il y a les paresseux qui sont stupides, c'est-à-dire les gens qui font rien et qui font jamais rien. Bon, ceux-là, pas de souci, mais ils vont jamais pouvoir vivre comme ils veulent. Hein. Tant qu'il reste l'état d'esprit dans cette posture, parce que une personne qui est dans cette catégorie peut changer, comme qu'importe la catégorie où on est. Donc voilà, deuxièmement, il y a ceux qui sont intelligents. Après, il dit il y a ceux qui sont intelligents et travailleurs. Donc là, on fait généralement. C'est généralement les gens qui ont fait des hautes études et tout, et qui deviennent donc vraiment les esclaves du système, qui travaillent très dur, qui sont intelligents et qui travaillent très dur, mais ils gagnent plus que les autres, hein, qui travailleront, qui sont paresseux, qui n'ont pas, on va dire, travaillé à fond, donc ils vont gagner tant et tant, mais ce ne sera pas une fortune non plus. Hein. Donc c'est. Ensuite, il y a les troisièmes, ceux qui travaillent fort et qui sont stupides. Donc forcément, les troisièmes, ceux qui travaillent fort et qui sont stupides. Et là, ça s'appelle que là, il dit c'est carrément des menaces, etc. Parce que c'est vrai que si tu as une personne qui travaille fort et qui n'est pas très
très intelligent, on va dire, ça peut être une menace selon les cas. Effectivement, hein. Celui-là qui fait rien, il risque pas d'être une menace. Mais celui-là qui agit, forcément, il est une menace. Mais bon, après, si vous travaillez peu et que vous êtes intelligent, vous êtes aussi une menace. Dans tous les cas, à partir du moment où vous agissez, vous pouvez être une menace. Vous êtes une menace quelque part pour autrui, vu que vous êtes automatiquement concurrentiel à quelqu'un d'autre. Et quand c'est concurrentiel, si vous ne travaillez pas ensemble, eh ben, forcément, ça cause des problèmes. Mais bon, après, ça, c'est pas ça qu'il faut fixer, hein. Faire aspirer lucide suffit un jour. Donc après, il y a la quatrième catégorie qui dit c'est ceux qui travaillent peu, qui sont paresseux, mais qui sont intelligents. Et c'est donc la catégorie où on veut être, hein. C'est la catégorie qui nous intéresse clairement en s'intéressant à ce livre, hein. Ok, ok. Alors là, il parle, en fait, nous paraissons beaucoup de temps à voir comment éviter les erreurs de travailler du travailleur intelligent. Tu vois, un travailleur intelligent, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille trop, hein, qui arrive en général à l'indépendance financière, non seulement trop tard, comme vient de le dire, mais surtout après avoir tout sacrifié à son travail, ce qui est normal qu'il ait un travailleur intelligent. Donc en fait, pour reprendre cette histoire de travailleur intelligent, on peut reprendre en fait le fameux livre de Le millionnaire automatique de David Bach. C'est exactement ce principe. Les types qui ont travaillé 40 ans, mais qui l'ont fait intelligemment en investissement, etc. Donc ça, c'est clairement cette catégorie. Il y a deux personnes. Vous travaillez dur, vous investissez, et au bout de 40 ans, voilà, vous serez millionnaire. Et lui, ce que là, il met en avant, Mark Fisher, c'est qu'il n'y a pas besoin de travailler autant pour pouvoir devenir multimillionnaire, hein. Pour devenir milliardaire, oui, il va falloir travailler à fond. Vous n'avez pas le choix, hein. Les types qui sont devenus hyper trucs, c'est en partie ça. Quoique, hein, l'histoire de créer une entreprise et d'avoir quelques années, c'est un bon moyen en fait de devenir très riche et d'avoir son milliard, mais il faut quand même bosser beaucoup au départ, hein. Mais je sais plus pourquoi j'ai vraiment noté ça. Est-ce que ça vaut la chandelle? Non. Donc là, il dit clairement, ouais, ça vaut pas la chandelle de travailler autant. Faire faute ne veut pas arrêter de vivre pendant 30 ou 40 ans pour atteindre ce but. Donc voilà, c'est bien, ça reprend bien ce principe de travailler 30 et 40 ans, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que certaines personnes ont vraiment critiqué le livre Le millionnaire automatique. Le livre en lui-même, il est bon, le livre Le millionnaire automatique. Par contre, effectivement, ce qui n'allait pas dedans, qui ne va pas dedans, dans cette histoire, c'est que les types, ils travaillent 40 ans pour finalement avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. Et ça, c'est pas une bonne chose. Il faut faire ça autrement. Il y a moyen de travailler nettement moins, d'avoir du temps libre pour soi, donc pour sa santé, pour ses proches, sa famille et tout, et d'être millionnaire. C'est parfaitement faisable en réalité. Alors, mais d'abord, et pour ceux qui se sont bien clairs entre nous, qu'est-ce que j'entends par millionnaire paresseux? Alors, qu'est-ce qu'un millionnaire paresseux selon Mark Fisher? Alors, il dit c'est simple. C'est un individu qui a acquis rapidement et relativement facilement une fortune évaluée entre 1 et 10 millions de dollars. Pourquoi ces chiffres? La limite inférieure, on la comprend bien sûr, puisqu'on ne peut être considéré comme un millionnaire sans posséder au moins un petit million. La limite supérieure, elle demande des explications. Je l'ai établi à 10 millions parce que tous les millionnaires qui existent en Amérique, 95% possèdent une fortune qui s'établit justement entre 1 et 10 millions. Et ils sont pour la plupart des gens comme vous et moi, des gens ordinaires dont on entend rarement parler dans les journaux. Je me permets de préciser que j'ai démarré à 1 million, même si aujourd'hui, avec le taux d'intérêt et les coûts sans cesse croissants de la vie, un homme qui aurait 1 million en banque à 40 ans ne pourrait pas vivre à grand pied. Et si du moins il ne veut pas toujours toucher à son capital. Et s'il y touche, il ne pourra pas faire long feu. Il ne pourra pas vivre longtemps une vie de millionnaire paresseux. Aujourd'hui, il faut plutôt 2 à 3 millions et de préférence 4 ou 5 pour vivre la vie de millionnaire paresseux. Ok? Donc on va pas tout relire, hein. Si vous voulez relire le livre, vous pourrez lire le livre, hein. Tu vois, le livre, il est pas cher, hein. Les livres, c'est pas cher, ça coûte entre 15 et 30 euros maximum. C'est pas cher un livre en lui-même. Ils ont une manière de penser, de dépenser, d'utiliser leur temps complètement différent des gens ordinaires. Donc, voilà, là il met en avant, hein, les millionnaires paresseux.
Ils ont une manière de penser, de dépenser et d'utiliser leur temps complètement différent des gens ordinaires. C'est normal, ils ne font pas la même chose que des gens ordinaires, sinon ils auraient le même résultat. Ok, alors, on va voir un peu qu'est-ce que j'avais noté et pourquoi. Euh, Donc là, il met en avant comme quoi le millionnaire paresseux, oui, il n'est pas obligé de travailler tant et tant d'heures par semaine, par jour en fait, etc. Pourquoi vous le faites? Parce que bien sûr, et c'est la raison qui vient la plus spontanée à l'esprit, vous êtes payé insuffisamment pour le travail que vous faites. Oui, vous êtes sous-payé parce que vous n'êtes pas suffisamment conscient de votre valeur réelle. Vous acceptez de travailler pour 8 dollars, 15 dollars, 65 dollars. Donc ça, c'est de toute manière effectivement vrai. Quand on travaille en tant que salarié, on est toujours sous-payé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pas la peine de blâmer le patron, le propriétaire, parce qu'en fait, c'est nous qui l'avons accepté. Hein. Quand on a accepté un boulot, eh ben, on a accepté d'être sous-payé. Hein. Ça, il faut le voir comme c'est. Hein. Mais après, on n'a pas le choix vu qu'à la base, on a des charges à payer. Mais il faut sortir de cette ratrice, comme on dit, le plus rapidement possible parce que c'est pas la solution. Qu'est-ce que j'ai noté là la maison. Ah bah voilà, c'est ça l'histoire que j'avais super bien retenue. Donc, la fameuse maison qu'il voulait acheter, elle était à 40 000 dollars. Alors là, je peux vous dire les chiffres exacts. Et il a fait une offre de 23 000 dollars, alors qu'elle elle était affichée à 40 000. Hein. Donc le vendeur avait plus de 20 ans, mais fait une surprenante contre-offre de 25 000. Donc il a quand même fait une contre-offre de 25 000 dollars. Et donc après, il a accepté 25 000 dollars, tac. Et alors là, il explique comme quoi, voilà, il s'est fait avoir par la suite. Hein. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'au début, en plus, il faut savoir que c'est sa femme qui l'a aidé parce que lui, il est venu à vouloir d'abord acheter une nouvelle voiture et sa femme lui a dit ouais, tu ferais mieux d'acheter bien immobilier et tout. Donc là, on voit l'importance de l'environnement. Si on est un environnement autour qui est bon, qui a l'état d'esprit à investir et tout, c'est meilleur que si on n'a pas un environnement comme ça parce que sinon, on va faire des choses qu'il faut pas. Et on va pas pouvoir se faire rectifier et vice versa et tout. Donc c'est très important l'environnement. Hein. Euh, ouais, là il dit au deuxième mois de retard, j'ai proposé à la locataire d'effacer sa dette et en plus de lui donner 500 dollars pour déménager rapidement. Un conseil que mon monteur immobilier m'avait donné. Ça, ce truc, j'ai trouvé, comme dit, c'est le truc que j'ai vraiment retenu dans ce livre. Voilà, au bout du deuxième paiement, voilà, tu effaces la dette et hop, tu lui donnes 500 dollars, machin, 500 euros, et puis tu dis voilà, vous déménagez. Et ce sera plus rapide que si vous faites une poursuite judiciaire légalement qui mettra plus trop de temps et vous perdrez donc plus d'argent. Donc autant voilà, vous lui donnez un peu plus d'argent et puis dehors quoi. Et avec ça, après, il a revendu le bien. Et après, il a revendu le bien et après, il a continué X fois ce truc et il s'est enrichi grâce à l'immobilier. Comme beaucoup. D'ailleurs, la plupart des gens qui s'enrichissent à fond, c'est grâce à l'immobilier quand même. Hein. Il faut quand même le noter. C'est l'immobilier qui les ont enrichis à gogo. Hein. Donc, alors ça, c'était le truc marrant avec sa femme. À chaque fois que nous achetons une maison, donc cette nouvelle maison, le loyer va payer pour telle et telle chose. Pour l'électricité, pour les taxes, pour l'enfant X, pour ci, pour ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois que vous avez une rente dans l'immobilier de plus en plus grosse, ça vous paye une de vos charges. Et au bout d'un moment, bah, vous êtes, on va dire, à la retraite parce que vous avez gagné assez. C'est pour ça que c'est si génial l'immobilier, c'est parce que ça vous permet d'avoir des rentes et de payer vos différentes taxes et au bout d'un moment, bah, vous pouvez être
à la retraite, quoi. Ok, là, il raconte, ouais, comme quoi il a un ami investisseur immobilier qui en possède 300, c'est énorme, quoi. Il a un parc immobilier de 300 portes. Donc après, il a acheté des biens à l'époque qui valaient 150 000, qui valent aujourd'hui 700 000, des trucs comme ça. En gros, il s'est enrichi à fond. Mais c'est toujours le truc. Acheter des passifs, pas des passifs, acheter des actifs. Donc acheter des choses qui vont prendre de la valeur. Et l'immobilier, ça en fait partie, quoique c'est aussi variable selon le cas. Donc là, il s'est vachement débrouillé, bien débrouillé pour avoir des biens comme ça. Mais voilà, c'est toujours le truc. Éviter d'acheter des passifs, donc des voitures et autres trucs qui vont perdre de la valeur. Acheter des choses qui prennent de la valeur, quoi. Alors là, il conseille de lire le fameux livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les gens. C'est super, super important. C'est un très, très bon livre qu'il faut lire. Après, arriver à appliquer, c'est autre chose. Mais ouais, c'est vraiment important. Il faut savoir que les gens, ils achètent aux gens qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Donc effectivement, il faut que vous fassiez de vos prospects des amis parce que quand vous faites ça et qu'ils vous voient et qui vous apprécient et tout, c'est là en fait qu'ils vont en fait acheter. Ils n'achètent pas ils n'achètent pas s'ils vous apprécient pas, c'est normal. Et c'est pas le fait de travailler dur qui vont faire qu'ils vont acheter chez vous. Ils vont acheter chez vous parce qu'ils vous aiment. Et s'ils vous aiment pas, ils vous achètent pas chez vous. Que vous travaillez dur ou pas, ça va rien changer. Ça revient donc sur cette histoire du millionnaire paresseux. Il faut vous mettre en avant et travailler tant et tant. Mais par contre, voilà, ça sert à rien de vouloir travailler à fond parce que les gens, s'ils vous trouvent antipathique, ils vont pas acheter chez vous. C'est sûr et certain, vous pouvez être le meilleur, travailler autant que vous voulez, ça ne changera rien. Ils n'achèteront pas chez vous si ils vous apprécient pas. Euh, Alors ici, là, il a proposé un marché. Il est quand même assez intelligent. Non seulement il négocie, mais il propose aussi des choses assez trucs. Il devait faire une conférence, qui est une conférence avec plein de conférenciers. Et vu que que c'est un romancier, il a dit voilà, il a proposé aux promoteurs d'acheter 10 000 exemplaires de son nouveau livre qui va sortir, Le Vendeur et le Millionnaire, qui n'était pas encore sorti, et de les donner aux gens qui vont à la conférence. Et forcément, pour Mark Fisher et son éditeur, c'est énormément d'argent qu'ils vont gagner, quoi. Si le propriétaire a accepté, ce que le propriétaire il a accepté, il a acheté les 10 000 livres. Et après, voilà, il a donc, ça lui a fait un certain cachet vraiment énorme, quoi, parce que 10 000 exemplaires, ça lui fait quand même une certaine somme. Et mon cachet de conférencier était de 5 000 $, 1 $ par livre, ce qui faisait un cachet de 15 000 $. Voilà, donc il a gagné 10 000 $ plus 5 000 $ de conférencier, ça lui a fait 15 000 $ pour faire une conférence qui lui a coûté un temps, il a dû passer 1 ou 2 heures à faire la conférence. Bon, bien sûr, il y avait quand même le processus avant, hein, il fallait écrire le livre, mais après, une fois que tu as écrit le livre, il faut le vendre, le livre. Hein. Moi, je connais des gens, ils ont écrit des livres, ils passent leur temps à vouloir peaufiner leur livre et tout. Or non, quand tu as fini, il faut vendre ton livre. Si tu ne sais pas te vendre, d'ailleurs, c'est le plus important, c'est de savoir te vendre. Ça sert à rien d'avoir écrit. Encore une fois, vous avez travaillé dur, mais si après vous cherchez pas à avoir le livre, ben votre travail que vous avez fait, il sert à rien, quoi. Donc vous avez travaillé dur pour rien. Il faut vendre la chose. Et là, Mark Fisher, voilà, il a trouvé un moyen de vendre 10 000 exemplaires facilement. Alors il y avait une arnaque aussi, enfin entre parenthèses, sur cette histoire d'événement, mais lui, il l'a senti parce que le gars, il a signé sans hésitation le contrat, et ce qui n'était pas très normal. Alors, Mark Fisher, il a demandé à être payé avant la conférence. Et apparemment, effectivement, il y a eu un problème après où il n'avait pas payé l'impôt, le promoteur et tout. Et donc, tous les conférenciers, ils n'ont pas été payés, à l'exception
Mark Fisher et de son éditeur, parce que Mark Fisher avait prévenu l'éditeur de demander de l'argent avant la conférence, parce qu'effectivement il y avait quelque chose qui clochait avec le type. Il a signé le contrat direct, il avait pris des vacances, 3 semaines de vacances avant ce fameux événement. Ce qui était bizarre, quand tu prépares un événement, tu ne prends pas forcément des vacances avant, tu les prends en général après. Et donc c'est pas normal. Donc ça, il a dit, il a suivi son intuition. Et c'est vrai que des fois, il faut vous écouter. Des fois, ça peut vous dire si vous êtes dans le bon sens ou pas. Alors, même la plupart des qualités sont en germe dans la plupart des êtres. Elles ne sont pas assez développées pour chaque être pour trouver un succès qui doit être, à mon avis. Alors, pour être un bon entrepreneur, selon lui, il faudrait être intrépide, audacieux, travailleur, persévérant, positif, énergétique, discipliné, astucieux, créatif, logique, intuitif, éduqué, je veux dire spécialiste dans son domaine, persuasif, bon vendeur, bon leader et bien sûr paresseux. Alors bien sûr, si vous n'avez pas toutes ces qualités, ou sur certaines sont moindres, vous pouvez vous associer. C'est ce qu'a fait John Assaraf, il le dit bien dans son livre La Réponse avec son associé. Il a dit, lui, John Assaraf, il est très visionnaire, mais par contre, il n'est pas très logique et tout, et donc il s'est assemblé avec Murray qui est lui très logique. Hein. Et donc ça, c'est effectivement très bon, parce que il est vrai que quand on est difficilement les deux, il y a des choses qu'on aura du mal à être. Par exemple, moi, bon vendeur, persuasif et tout, j'ai toujours eu beaucoup de mal, mais déjà dans la tête, parce que, comme je l'ai dit, je n'aime pas à la base manipuler les gens, mais en fait, c'est ça quand vous pouvez faire comme vous voulez. Vous devez savoir vous vendre. Si vous ne savez pas vous vendre, vous pouvez travailler autant que vous voulez, mais si vous ne vendez pas votre truc et vous ne savez pas vous vendre, eh ben, vous n'allez pas récolter le fruit de votre travail. Et pourtant, ce que vous vendez, ça signifie pas qu'il est. Ça signifie normalement votre truc que vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, il est bon. Donc, il n'y a pas de souci à le vendre. À partir du moment que votre truc il est bon, mais bon, ça m'est toujours personnellement difficile parce que je sais qu'il y a des gens qui font mieux. Mais après, il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux en fait. Le truc, c'est peut-être se poser la question, c'est est-ce que ce que j'ai fait apporte quand même de la valeur à l'agent, à ces gens. De plus, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui vous apprécient, ils veulent acheter à vous, même s'il y a un autre qui aurait fait mieux, en fait, ils veulent pas acheter à l'autre, ils veulent acheter à vous parce qu'ils vous apprécient vous. Et ça, c'est un truc aussi qu'il faut savoir. Et puis, il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous, qu'importe le domaine. Même si c'est dans votre domaine de compétence, vous êtes doué dans ce domaine-là, il y aura toujours des personnes qui sont meilleures que vous. Mais en fait, c'est pas si grave que ça parce que le truc, ce qui compte, c'est que, comme dit, il y a des gens qui vous apprécient vous, ils vont vouloir acheter à vous. Donc, même si vous n'êtes pas le meilleur, bah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que eux, ils veulent acheter à vous et que votre truc apporte bien de la valeur à ces gens. Ça rapporte de la valeur d'un certain niveau, ça les aide. Donc, c'est un truc quand même qui est gagnant-gagnant, même si c'est pas vous qui sera forcément être le meilleur. Bien sûr, plus vous êtes doué, mieux que les autres, mieux c'est. Mais il y aura toujours qu'un seul meilleur au monde et celui-là, il va pas le rester. Ça change tout le temps. Donc si on raisonne comme ça, comme moi je le vois à la base, et c'est ce qui bloque de vouloir. Des fois, j'ai jeté des choses que j'ai terminées. Je termine souvent mes projets. Par contre, c'est assez rare que je les finis pas. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal à les vendre parce que je sais qu'il y a des gens qui font mieux. Ça cause problème. Et c'est pas facile ça. Et pourtant, si. L'essentiel, c'est que ça rapporte bien de la valeur aux autres. À partir du moment où ça rapporte de la valeur aux autres, que c'est gagnant-gagnant, eux, ils veulent acheter en fait à vous. Donc, quand vous leur vendez pas le truc, en fait, vous créez quelque chose qui va leur déplaire, alors que eux, ils attendent sur vous. Donc, donnez-leur ce qu'ils veulent. Et puis, ce sera à eux de décider s'ils veulent continuer ou pas. Mais en général, ce sera le cas parce que le truc, c'est qu'ils vous apprécient vous et pas l'autre. Moi, c'est vrai que pareil, quand j'ai un gars que je n'apprécie pas, bah, je vais pas lui acheter, même s'il s'avère soi-disant qu'il est meilleur qu'un autre. Je vais acheter à la personne qui me plaît. Euh, Ah oui, c'est le truc classique. Alors, il y a ces amis millionnaires paresseux qui expliquent
quand on commence à faire vraiment de l'argent, on passe presque autant de temps à chercher comment payer moins d'impôts qu'à faire de l'argent. Et c'est vrai, c'est logique, on n'a pas envie de se faire taxer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont finir à l'étranger au lieu de rester dans le pays où ils étaient, parce qu'effectivement, ils cherchent des moyens à pas se faire reprendre l'argent qu'ils ont gagné. Et c'est tout à fait normal quand tu gagnes beaucoup d'argent, ou même si tu en as gagné peu, c'est effectivement vraiment déplaisant quand on voit quand tu prends ton argent, que toi tu as bossé pour le gagner. C'est quelque chose de vraiment déplaisant et quelque chose qu'on ne veut pas, c'est normal. Après, il y a des contraintes hein, quand on veut aller à l'étranger. Hein. Il ne faut pas prendre ça à la légère, mais il y a aussi des choses, des manipulations qu'on peut faire, des systèmes qu'on peut faire tout en restant là où on est pour payer moins. Notamment, là, ils en parlent. Certains recours à des fiducies, à des holdings ou à des fondations. Tous ces trucs-là, c'est des trucs pour pouvoir payer moins. L'holding, c'est quand vous louez, quand vous achetez, vous avez plusieurs entreprises qui sont à vous et vous achetez dans les entreprises à vous-même. Dans une autre, vous avez deux entreprises et il y a une entreprise qui achète un truc à l'autre entreprise. Les deux entreprises sont à vous. Et c'est comme ça que vous allez payer des trucs moins d'impôts, etc. On va dire, des magouilles. Mais d'un côté, voilà, si vous voulez payer moins d'impôts, c'est des trucs que vous pouvez faire et c'est super rentable et ça vous évite d'aller exprès à des trucs comme à l'étranger et tout pour payer pas les impôts. Et encore, il faut faire bien gaffe avec la légalité parce que même si vous allez à l'étranger, c'est pas aussi simple. Parce que si vous vendez, en France en tout cas, si vous vendez à plus de 80% à des Français, même si vous êtes à l'étranger, vous devez quand même en réalité payer l'impôt. Hein. Quand vous ne le faites pas, vous êtes en fraude en fait. Donc c'est pas aussi facile. Bon après vous me direz que de nos jours hein, on a tendance à vendre un peu à tout le monde avec Internet. On va pas forcément vendre à des Français, on s'en fout. On vend un peu à tout le monde et c'est aussi le meilleur moyen de gagner beaucoup plus. Hein. Personnellement je m'en fous de quel pays ils sont. Tant que ça rentre pour moi et que ça rentre pour le pays, pour moi c'est bon. Hein. Je m'en fous qu'à l'origine ils sont étrangers. Je dirais même au contraire. C'est surtout un processus qui va me permettre d'aller plus vite. Et c'est très bon. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, je suis juste en train de me demander qu'est-ce que c'était parce que chaque fois je prends des notes, mais après pour me rappeler de quoi il parlait, c'est pas si simple. Ah, le livre, il faut que je le relise quand même à chaque fois parce que là, quand je l'ai lu une fois, personnellement, j'ai du mal encore à avoir tout en tête, à part le truc qui m'a vraiment marqué. Mais là, il est quand même assez. Il est en train de parler de la visualisation et du focus. Le cerveau et le système nerveux répondent de manière optimale lorsque les yeux sont fixés sur la plus petite cible possible. Pourquoi c'est ainsi? Ce n'est pas vraiment important, c'est simplement la manière dont l'être humain fonctionne. Donc soyez bien fixés, focalisés sur ce que vous voulez en fait. Vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir. D'ailleurs, il ne faut surtout pas être fixé sur ce que vous ne voulez pas. Quand vous faites ça, ben, c'est sûr que c'est ce que vous allez obtenir. Alors après, il parle, voilà, pour obtenir le truc, bien évidemment, vous allez faire ça. Vous mettez un objectif et un délai pour l'atteindre. Vous devez avoir l'objectif et le délai. Quand ça? Qu'importe si c'est un objet ou un travail que vous voulez faire, il faut vous mettre l'objectif, le délai. Et après, bien sûr, il faut le réviser à chaque fois. Je suis par hasard et j'ai commencé à répéter 40 000 heures. Alors, ok. Là, il explique une histoire qui a. Bon, bien sûr, ils font que parler toujours des histoires positives et ils ont raison. C'est pas la peine de parler des histoires négatives. Mais là, il explique qu'une dame, voilà, elle avait pour objectif d'avoir 25 000 dollars. Et après, elle a changé pour un entretien d'embauche. Hein. Et après, elle a changé d'état d'esprit et elle a dit non, je veux pas 25 000 dollars, je veux 40 000 dollars. Et alors, elle a proposé ça à son entretien d'embauche et c'est ce qui a été accepté. Et là, elle a gagné plus parce qu'elle a passé de 25 000 dollars à 40 000 dollars. Simplement en demandant
elle a pu gagner l'argent plus d'argent. Et c'est vrai que cette même histoire a été dite, Jack Canfield l'a dit dans sa conférence dans les enseignants du secret, il a sorti la même chose. Il était conférencier et il demandait une certaine somme. Et après, il y a un ami qui lui a dit, il a parlé avec un ami qui gagnait bien plus en conférence et il a dit comment tu fais. Et les gars, il a dit, j'ai demandé tout simplement. Et alors, Jack Enfield a fait la même chose. Il a demandé tant et tant pour la conférence. Et après, il lui a dit, ok. Et les trucs, comment on appelle ça, les organisateurs, ils ont dit ok. Il a demandé plus et ils ont dit ok. D'un côté, il suffisait de demander. La barrière, elle était juste mentale. Vous avez dit voilà, pour ce travail-là, vous voulez être payé tant et tant. Mais ça ne vous dit pas que l'autre partie, elle n'est pas prête à payer beaucoup plus. Vous n'en savez rien. Donc autant demander beaucoup plus et voir après comment il réagit. C'est possible qu'il accepte, c'est possible qu'il dit qu'il ne peut pas. Il va vous dire oui, le maximum c'est ça. Mais à la base, n'hésitez pas, ne vous gênez pas à demander beaucoup plus. Si maintenant vous avez une conférence, vous imaginez ouais, je vais être payé 500 euros. Et bien, changez d'état d'esprit. Demandez 1500 euros, demandez 2000 euros. Vous verrez bien si le truc il dit oui ou non. C'est un truc qu'il ne faut pas se gêner. Et c'est énormément d'argent gagné. Et le temps, ce sera le même, quoi. Et c'est surtout le temps qu'il faut regarder, pas l'argent. Alors ensuite, j'étais revenu. L'accroissement de son aquarium est déterminé par l'accroissement de son prix invisible. Donc il y avait une histoire d'aquarium, ouais, comme quoi il nage dans tel et tel et qu'il pouvait... ça dépend lui, hein, c'est toujours dans la tête, quoi. Le prix invisible l'emporte toujours sur l'aquarium. Ok. Donc là, on revient, c'est toujours la même histoire, hein. Mettez votre objectif par écrit avec un délai et un salaire précis. Donc il est assez clair. Vous devez, bon, ça fait penser à réfléchissez des riches qui disaient ça. Donc ça, c'était un premier point qu'il disait de faire. Deuxième point, dans le choix de ce montant, soyez à la fois ambitieux, réaliste, allez-y par étapes. 3. Pour atteindre et transformer votre prix invisible, utilisez l'arme par excellence des publicitaires, la répétition. Ah ouais, ça j'ai trouvé trop fort. Parce que, et c'est tout à fait vrai, on le met beaucoup en avant, les publicités, et, vous les avez sans test de nouveau sous les yeux. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous finissez par acheter. C'est pour ça qu'on met souvent en avant retargeting, retargeting. Et c'est vrai, il faut vraiment mettre la pub tout le temps devant les yeux des gens et c'est comme ça qu'ils finissent par acheter. Mais pour vous, c'est pareil. Pour atteindre votre objectif et tout, votre prix que vous voulez, il faut que vous le répétez tout le temps. Ça doit rentrer dans votre tête et c'est ça qui va vous aider à trouver des solutions pour atteindre cet objectif. Il faut exactement faire la même chose que la pub. Donc là, ils disent aussi que les grands magasins, en général, suivent aussi la loi du moindre effort, donc travailler moins, et qui mettent bien en avant, par exemple, à l'entrée, les produits cosmétiques. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée parce que les femmes, elles achètent 2 fois plus que les hommes, hein. Ça a été prouvé, quoi. Donc, et en plus, c'est expliqué que voilà, le cosmétique, c'est aussi là où ils font les plus grosses marges, hein. Et c'est pareil sur Internet. Il y a beaucoup qui font tout le temps, ils adorent dropshipping. Moi, je trouve ça lourd, dropshipping, ceux qui font tout le dropshipping. Parce que le problème avec le dropshipping, c'est que vos marges, elles ne peuvent pas être si énormes que ça. Vous avez beau mettre des gros chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est pas l'argent que vous allez gagner net. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Vous faites des systèmes comme l'affiliation ou des produits que vous achetez, des produits numériques comme des e-books et tout. Vous vendez des trucs comme ça. Mais là, c'est de l'argent full que vous avez, quoi. C'est pas juste, voilà, vous avez fait tant et tant de marge sur le produit, parce que quand vous avez un produit, il faut enlever le prix du produit, il faut enlever les frais d'envoi, si ça, c'est beaucoup plus cher que quand vous vendez un produit numérique, vous avez de l'argent fil, et c'est pour ça que je trouve, c'est une des raisons que je trouve beaucoup plus intéressant ce genre de choses, mais je ne ferai plus de livres personnellement, déjà parce que moi, je suis pas doué à faire, j'ai jamais été doué en français, ça a toujours été une de mes lacunes.
Et parce que voilà, c'est pas nécessaire. Vous pouvez racheter les trucs des autres et les vendre ou faire de l'affiliation selon les cas. C'est beaucoup plus rapide. Vous économisez votre temps et vous ferez beaucoup plus d'argent comme ça. Et c'est pareil avec les produits, hein, même le dropshipping et tout. Et en plus, je détestais le fait, bon, j'en fais toujours un peu, mais je déteste le fait quand les gens ils réclament, ouais, c'est pas encore arrivé, machin, parce qu'ils attendent, parce que les produits viennent de Chine. Et en plus, avec le Covid, ça met encore plus longtemps. En fait, c'est un vrai bordel. Et moi, j'ai trouvé ça agaçant et ça faisait perdre mon temps à répondre aux gens, machin, comme quoi, voilà, alors tu leur donnes le suivi et tout, mais hein, c'est lourd. Alors bien sûr, après ils ont le suivi, ils attendent. Mais c'est lourd, surtout il y a des gens qui sont vraiment incroyables, hein. Ils t'écrivent tout le temps, tu leur réponds et ils continuent d'écrire, ouais, pour savoir, machin, tous les jours, tous les 2 jours. En fait, c'est vraiment désagréable. Donc moi, vendre des produits, je trouve ça moins intéressant. Les produits physiques, je préfère de loin les produits numériques. Une fois que vous aurez une image claire de la situation du rapport entre vos efforts et vos résultats, vous pourriez prendre les mesures suivantes. 1. Si vous avez établi quels sont les 20% de vos clients qui constituent 80% de votre business, tentez évidemment de les garder heureux. Aussi d'augmenter vos affaires avec eux et en tout cas, chose certaine, ne faites pas l'erreur de répartir équitablement votre temps entre eux, les 20% et les 80% de vos autres clients. Ça, c'est tout à fait normal. On s'occupe principalement des 80% qui sont vraiment clients et les 20% qui ne sont pas vraiment des clients, bah, ou qui ne sont pas des clients du tout, bah, on les ignore et autres. Et c'est tout à fait juste. Hein. C'est pas eux qui le méritent. Ceux qui le méritent, c'est ceux qui achètent. Ceux qui achètent vos produits, c'est eux que vous allez passer en priorité. C'est tout à fait normal, quoi. Ouais, après, elle a dit, ouais, tentez de trouver des nouveaux clients qui correspondent. Aussi de nouveaux employés ou de nouveaux vendeurs, donc chercher les mêmes profils. Donc là, on revient genre look-alike, hein, quand on voit sur Facebook, c'est exactement ça. Il faut chercher des trucs similaires à ceux qui achètent. Et pareil, quand vous allez embaucher des gens et tout, et si vous avez un qui embauche chez qui fait du super travail et qui coûte vraiment pas cher, bon, vous allez rechercher une personne de ce type-là. Vous n'allez pas chercher celui-là qui demande à être payé hyper cher et qui en plus il travaille pas beaucoup. Après, il dit voilà, et déterminer ceux-là qui causent le plus de problèmes, et les mauvais payeurs, les malhonnêtes, les nuisibles au climat de travail, peu fiables, retardèrent à leur travail ou dans leur livraison, etc. Tentez ensuite le plus rapidement possible. Le temps, c'est de l'argent. Avec le minimum d'efforts possible, en dépensant le moins d'argent, en fait, en gros, elle est fou la porte. Hein. Voilà, si le point 2 a échoué, remplacez. D'abord, il laisse une chance, en gros. Tentez ensuite, le plus rapidement possible, time is money, avec le minimum d'efforts possible, en dépensant le moins d'argent possible, de la manière la plus simple et permanente possible pour ne pas que le problème revienne dans la mois, d'améliorer vos clients, employés, vendeurs, fournisseurs, de les rendre semblables à vos meilleurs ou en tout cas bons clients, vendeurs, employés. Donc, soit vous arrivez à faire changer ces personnes-là, soit dehors. Soit vous les envoyez balader, effectivement. Hein. Si ça marche pas, dehors. On va juste garder ceux-là qui sont intéressants et bon, les restes. Hein. Utilise aussi la loi de la moindre effort pour investir. Donc pareil, moindre effort, le principe 80-20. Quand vous investissez, effectivement, vous ne voulez pas gagner à 0, je sais plus combien. Si on revient sur le livret A, vous ne voulez pas investir dans un livret A qui va vous rapporter quasiment rien. Quand vous voulez investir, vous voulez faire une multiplication au moins fois 10, hein, fois 10, fois 20, fois 30, fois 50, dans un laps de temps très court. Et si ça, votre investissement ne vous permet pas de multiplier à fond à gogo, eh ben autant ne pas investir dedans. Donc tous les gens qui mettent sur leur livret A, ils perdent beaucoup. De même, et je mets ça en avant, les gens qui achètent des métaux précieux, attention, en France, les métaux précieux comme l'or et tout, c'est taxé. Et c'est taxé direct. Hein. Le moindre métaux précieux que vous vendez, vous devez payer de l'impôt dessus. C'est donc un investissement en carton, en tout cas en France, clairement. Donc moi, quand je vois des gens qui ont gagné plein et qui investissent à gogo dans les métaux précieux, eh ben, je suis désolé de vous dire, mais c'est pas les métaux précieux qui est le mieux. Même à l'étranger, les métaux précieux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a des investissements bien meilleurs que l'or, clairement. Mais après, il y a des gens comme ça,
ils sont très forts pour gagner énormément d'argent, mais ils sont pas forcément des très bons gestionnaires, des très bons investisseurs de l'autre côté. C'est pas facile d'être les deux. Par contre, il y en a qui sont les deux et j'adore voir ces gens-là quand ils sont doués dans les deux parties quoi. Parce que c'est le genre de truc que moi je recherche moi-même. Moi j'ai plus de mal avec à la base avec le cash flow, même si je commence à augmenter beaucoup plus parce que j'irai avec le temps j'accepte de plus en plus de choses parce que de toute manière quand vous allez à l'encontre, parce que vous pensez en fait que c'est pas bien, le problème c'est que vous voyez aussi la réaction des gens, ils vont remarquer que le problème, ben non, 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 le problème c'est que c'est les gens du coup qui sont aussi pas contents. Donc vous êtes obligé de suivre le principe comme c'est dit, c'est à vous de changer dans votre tête parce qu'en fait c'est ce que les gens ils veulent. Ah oui, ça peut être, vous l'avez influencé, vous l'avez en quelque sorte manipulé, etc. Mais le truc c'est que vous donnez ce que eux ils veulent. Et vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce que les gens ils veulent. Vous êtes obligé d'aller dans ce que les gens ils veulent. Et ce que vous croyez dans la tête, c'est pas forcément juste. Il faut changer et se concentrer sur ce que les gens ils veulent. Il faut créer de la valeur, il faut répondre à leurs besoins. Point. Et si vous croyez que voilà, c'est manipulateur, si ça, ben vous mettez ça au shot, hein, vous l'écrivez sur un papier et vous jetez ça au shot parce que ce qui compte, c'est ce que les gens ils veulent après, qui sont satisfaits. Euh... Ben, je sais plus qu'est-ce que j'avais noté là d'intéressant. Ah ouais, ça c'était vraiment un truc qui était pas correct. Mais on revient sur la loi du moins d'effort. Alors lui, il dit qu'il était un ghostwriter à un moment. Un ghostwriter, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit un livre, mais il l'écrit pour quelqu'un d'autre. Et c'est le nom de ce quelqu'un d'autre qui va être mis sur le livre. Donc il n'a pas écrit le livre, le type. Par contre, ce type-là, il est connu. Et c'est pour ça qu'il y a ce nom qui est mis en avant. Et donc, il y a des magouilles comme ça. C'est pas honnête, mais ça existe. Il y a un type qui écrit, l'autre qui a son nom dessus. Et celui qui va faire... ils vont tous les deux faire de l'argent. Mais celui-là qui fera surtout de l'argent, c'est bien sûr celui-là qui va mettre son nom. Et pourtant, il a travaillé quasiment rien. Mais il avait travaillé à l'époque pour devenir connu, bien évidemment. Si vous êtes connu, c'est qu'à un moment ou un autre, vous avez travaillé. Mais c'est des trucs qui se font par la suite. Alors, il y a des gens qui vont travailler dans l'ombre, qui vont écrire réellement le bouquin, mais c'est pas eux qui vont être mis en avant. Mais c'est une solution quand, au départ, vous avez des obligations, des charges à payer, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez devenir donc ghostwriter, machin, écrire des livres pour quelqu'un d'autre, et c'est l'autre qui va gagner les sous. Bon, bien sûr, il faut sortir de ce circuit le plus rapidement possible. Mais il faut savoir que vous, euh, en tant qu'investisseur, vous pouvez faire des trucs comme ça. Vous payez quelqu'un, il vous écrit un bouquin, un e-book machin, mais c'est votre nom après qui est mis en avant et tout. Pourquoi pas? C'est pas interdit. Vous avez payé la personne temps et temps, mais c'est vous qui allez gagner après le pognon grâce à ça. Et c'est très courant, il y en a même qui font ça avec les sites et tout. Et c'est même c'est même le cas quand vous utilisez une application tout faite. C'est pas vous qui êtes le créateur de l'application. Et c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment pas apprécié, je n'apprécie toujours pas à la base. En tant que programmeur, j'ai jamais apprécié le fait que tout d'un coup, il y a un gars qui débarque, il prend le travail d'un autre et puis il s'enrichit avec le travail d'un autre. Et c'est exactement le même principe ici. Hein. Quand vous utilisez un Shopify ou autre, vous n'avez pas créé ce Shopify. Et si vous gagnez plein d'argent en dropshipping ou autre grâce à ça, bah, c'est pas réellement correct vis-à-vis des gens qui ont bossé, qui ont fait l'application, etc. Ce n'est pas correct. Mais le truc, c'est que ça marche comme ça, que ça vous plaît ou pas. Et le ghostwriter, c'est exactement pareil ici. Le gars, il écrit un bouquin ou il écrit sur les blogs, mais c'est le nom d'un autre qui est mis en avant. Mais vous pouvez être sûr que c'est le gars avec le nom qui est mis en avant qui va gagner le plus. Pourtant, il va pas bosser à fond. Il avait bossé à l'époque, mais pas plus aujourd'hui. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre quand vous travaillez sur un truc. Vous ne gagnez pas tout de suite, mais que c'est sur du long terme. Et des fois, ça peut être vraiment intéressant parce qu'après, vous laissez les autres travailler pour vous. Et par contre, c'est vous qui allez gagner le plus. Vous les payez, ok, ils sont contents, ils ont payé leurs charges et tout, mais c'est vous qui êtes le grand gagnant par la suite. Et ça, c'est des choses à mettre en place, et c'est aussi pour ça que je reprends de nouveau la chaîne YouTube, parce que moi, j'ai pas l'intention de toujours travailler
constamment sur certaines tâches. Il y a des tâches qui vont être déléguées par la suite. Il y a des choses que je fais, mais par la suite, je délèguerai les tâches pour me concentrer sur des tâches qui m'amusent bien plus. Alors, bien sûr, j'adore aider les gens. Moi, j'ai déjà dit, je déteste voir les gens qui sont malheureux et tout ça. J'aime pas ça, hein, j'aime pas voir ça. Donc, j'adore, dans un sens, aider les gens. Par contre, il y a des tâches qui sont pas forcément amusantes à faire. Ça dépend. Alors, on va continuer parce qu'on est très. On a déjà 50 minutes, c'est long, hein. Qu'est-ce que je pourrais encore dire à propos de ce livre? Ce livre, il est en deux parties, mais je crois que je vais arrêter à la première partie parce qu'il y a deux livres en fait, le millionnaire paresseux et l'art d'être toujours en vacances. Donc, moi, j'ai juste parlé du millionnaire paresseux parce que c'est trop long autrement. Dites si je n'avais pas 15 minutes pour lire avant une réunion, qu'est-ce que je ferais? Je lirais en 15 minutes. Demandez-vous, poussez plus encore cette logique. Si je devais rencontrer 300 clients en une seule heure, que devrais-je faire? Ouais, il faut vous poser la question pour trouver la solution, c'est normal ça. Il faudrait que je relise certaines parties vraiment complètes parce que comme ça j'ai plus de mal à voir. Mais c'est vrai que si vous vous posez pas la question comment atteindre un truc, vous n'allez pas arriver à l'atteindre, hein. Il faut vous poser la question, hein. Après, je sais plus exactement le sens qu'il voulait dire. Si je devais parler à 500 000 clients potentiels en une seule heure, que ferais-je? Ah, là, ce qui met en avant, ouais, c'est de se poser des questions pour trouver des solutions à un truc. Bon, maintenant, voici quelques règles pour que votre après-midi payant soit réussi. Ah ouais, ça c'est super. L'après-midi payant, c'est exactement ça. Ça vous parlera donc de réfléchir. Là, il vous dit, au lieu de bosser à fond, de vous arrêter de bosser et pendant une après-midi, pendant genre 4 heures, vous ne bossez plus. C'est exactement le même principe que j'avais déjà vu chez d'autres personnes, ils en parlaient aussi. Bob Proctor, il disait exactement la même chose. Il s'asseyait dans une terrasse et à cette terrasse, il allait passer quelques heures avec son stylo et sa feuille blanche à réfléchir. Il ne faisait rien d'autre. Et à la sortie de ça, il avait des solutions pour gagner bien plus par rapport à son problème. Au lieu de tout le temps bosser, et on se dit, ouais, comme ça, vous allez gagner plus. Ouais, certes, vous allez peut-être gagner plus en bossant plus, mais pas énormément. Alors que quand vous réfléchissez à atteindre ce que vous voulez, je sais pas moi, si vous voulez par exemple acheter par exemple une île qui vaut je sais pas combien de millions, eh bien il va falloir vous poser la question comment faire. Et non travailler à gogo. Si vous travaillez à gogo, vous n'arriverez jamais à le faire. Par contre, si vous vous posez la question, quelques heures, donc un après-midi payant par semaine, eh bien vous allez réfléchir comment atteindre cet objectif, hein. Alors qu'importe l'objectif, j'ai dit une île qui vaut plusieurs millions, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus petit aussi, quelque chose que vous voulez. Vous vous posez la question. Bien sûr, il ne faut pas non plus que ce soit trop petit. Si c'est trop petit, que c'est facile à atteindre, ça ne sera pas l'exercice qui marche. Il faut que ce soit quelque chose que vous ne pensez pas atteignable sur le moment. Ça peut être peine à un appartement, voilà, acheter un appartement, 50 000 euros, 60 000 euros, je ne sais pas. Peut-être ça vous semble beaucoup. Et à ce moment-là, vous allez vous poser avec une feuille et un stylo, vous coupez tout. Plus d'ordinateur, plus de téléphone, tout doit être coupé et vous allez vous poser la question comment faire pour avoir ça. Et vous allez voir que vous allez commencer à trouver des solutions et vous notez sur votre papier tous les trucs. Et une fois que vous avez tout noté, vous allez réfléchir sur ces différents points et voir ce que vous allez mettre comme plan pour pouvoir atteindre l'objectif. Alors, selon ce qui a été marqué, première règle, ne choisissez pas ce travail une journée où vous êtes épuisé. Vous avez besoin du meilleur de vous-même, vous travaillez quand vous serez épuisé. Quand vient le temps de penser à des idées peignantes, il faut que vous soyez frais comme une rose. C'est comme ça qu'on peut le ressentir. Donc déjà, soyez de bonne humeur. Alors pour être de bonne humeur, bien état d'esprit, tout, n'hésitez pas à faire de la méditation, ça aide beaucoup, hein. La musique, hein, aussi, des fois, des trucs comme ça, il y a plusieurs solutions, hein. Deuxième règle, interdit de se laisser distraire. Donc c'est bien clair, hein. Pas de coups de fil, de courrier, de visiteurs ou autre, hein. Bon, et je crois que j'avais pas noté, il n'y avait pas une étape 3.
Enfin, une règle 3. S'il y avait encore d'autres règles, je ne les ai pas notées. Faites le crayon en main ou à votre ordinateur pour qu'on reste quelque chose que vous pourrez analyser et raffiner. Donc, c'est ce que j'avais dit, prendre un stylo et un crayon et de noter. Donc voilà, on peut le faire à l'aide d'un conseiller ou d'un ami qui n'a pas besoin forcément d'être dans le même domaine que vous, ce qu'il explique. Donc, quatrième règle. Cinquième règle. Et cinquième règle, des fois, il dit au lieu de prendre des fois une après-midi ou une journée, prenez carrément une semaine. Il faut le faire, hein. Prendre une semaine pour réfléchir à son truc pour atteindre son objectif. Hein. Alors ça, c'est un exercice que j'ai jamais vraiment fait à fond. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire de manière disciplinaire, c'est de le faire toutes les semaines pendant un temps, peut-être 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Mais ça, c'est un des exercices que j'ai en tête de faire, que je me suis noté, que je veux à tout prix arriver à mettre aujourd'hui en ce moment, parce que j'ai déjà testé pas mal de choses. Il y a des choses qui ne marchent pas pour moi. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas essayé. Donc là, quand je dis des choses qui ne marchent pas, c'est des choses que j'ai essayé quand même pendant plusieurs mois. Hein. Quand je dis que ça n'a pas marché pour moi, donc sûrement peut-être qu'il y a quelque chose que je n'arrivais pas à saisir à cette époque, mais ça ne m'empêche pas d'essayer d'autres trucs à la limite, mais il faut le faire quand même pendant au moins quelques mois, quoi. Parce que si vous essayez une fois et vous dites que ça ne marche pas, non, pour vraiment essayer, il faut quand même le faire pendant un bout de temps, et ça c'est un des trucs que je me suis mis, que je voudrais faire dans un avenir proche, et voir qu'est-ce que ça me donne. Alors là aussi, j'ai noté un truc, comment Trump il se vendait. Et ça, c'est vrai que j'avais pas compris, mais en fait, c'est con. Mais le gars, il met Trump, son nom, sur tous les trucs qu'il fait pour mettre lui se mettre en avant. Parce que le meilleur vendeur, ils se vendent. Ils se vendent. Et c'est pour ça qu'il met son nom. Parce que dès qu'il voit une entreprise, il y a marqué Trump, un immobilier ou autre, il y a marqué Trump, les gens, ils pensent Donald Trump. Et vice versa. Et c'est pour ça qu'il utilise dans tous ces trucs qu'il fait, il met son nom Donald Trump. Il y en a d'autres entrepreneurs qui font ça et ils ont raison. Vous mettez votre nom en avant et les gens, ils se poseront automatiquement la question, ah, il y a ce nom-là, mais c'est de qui on parle? Et ça, c'est un super truc de vente en fait. Hein. Et la plupart des gens, ils pensent, ne comprennent pas pourquoi. Mais en réalité, au contraire, mettre son nom sur tous les projets que vous faites, c'est un super truc de vente. Hein. Faut le savoir. Hein. Alors vous pouvez mettre un nom, votre nom derrière, qu'importe. Hein. Mais là, je sais plus qu'est-ce qu'il a mis comme nom, comme exemple dans le livre. Mais c'est ce qu'il mettait en avant, mettre le nom Trump partout. Il met Trump partout. Tonight Show. Attends, il faisait de la pub puisque le Tonight Show est écouté par des millions d'Américains. Ah non, ça c'était encore autre chose. Quand il faisait une histoire de pub. Mais je sais qu'il parlait à un moment où il disait Trump, il mettait sur tous ces trucs qu'il faisait, il mettait Trump, et c'est vrai que ça fait parler de lui, et ça fait vendre du coup. Il m'a fait un geste presque adressé, il m'a dit elles sont de ce côté. Je là, voilà. Ah voilà. Alors là, il raconte une autre histoire avec le vendeur. Et là, je l'avais mis en avant, je l'ai dit à un moment dans la vidéo, pour que quelqu'un achète chez vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'être le meilleur. Mais par contre, il faut que la personne vous apprécie. Et là, il dit, voilà, Marc, il veut acheter une BMW 325. Le truc qu'il y a, c'est qu'il est allé chez ce type-là, et ce type-là l'a mal reçu parce qu'il n'était pas bien sapé et tout, et donc il a fait un préjugé sur Marc. Et du coup, Marc, il est allé voir ailleurs, et il a acheté sa voiture ailleurs. Tout simplement, parce que le gars, il n'était pas sympathique. Et après, il a fait une magouille avec les deux concurrents. Il a fait jongler les deux concurrents pour payer moins cher chez l'autre concurrent pour acheter une deuxième. Et il est revenu chez l'ancien concurrent pour lui montrer, ah ouais, vous voyez, moi j'ai acheté maintenant cette voiture-là. Ça, c'était pas nécessaire non plus. Mais en tout cas, il a aussi fait jouer les deux concurrents pour avoir un prix plus bas. Il y en a un qui m'a proposé ce prix-là, l'autre il a proposé ce prix-là. Mais il y en a un des concurrents qui ne pouvait pas baisser aussi bas. Du coup, il a acheté chez l'autre, mais en tout cas, il a fait baisser les prix. Mais au départ, un concurrent, il l'a zappé uniquement parce qu'il était antipathique. Hein. Et ça, il ne faut pas faire.
Et j'ai acheté, lorsque j'ai voulu acheter la BNT de ma mère, je suis retourné chez le concessionnaire noir avec l'idée derrière et en tête. Je ne me suis pas habillé différemment de la première fois, même si j'étais au volant de la rue que j'ai gardé en vue de la porte de concessionnaire. Je suis allé trouver le gérant, je lui ai dit, vous voyez, mais j'ai été mal reçu et je suis allé l'acheter chez Blanbec. Donc il est dit clairement qu'il l'a acheté autre part. Son visage, tu vois. Et alors il dit, oui, j'ai voulu vous laisser une deuxième chance, parce qu'il est revenu chez le type qui l'avait mal reçu. Et alors il a dit, et deuxième chance seulement, il va falloir que vous me fassiez un vrai bon prix. Parce que mon père est très fâché de la manière dont vous m'avez traité. Et c'est seulement si vous me faites un prix vraiment exceptionnel que je vais pouvoir lui expliquer pourquoi je suis revenu vous voir. Ils m'ont fait un prix qu'ils m'ont d'abord pas voulu mettre par écrit, parce que ça ne faisait pas. Ça s'est fait avec moi. Parce que je leur ai expliqué que mon père était comptable et qu'il leur faudrait absolument un document écrit. De toute façon, vous avez besoin d'un document écrit si vous voulez négocier après chez le concurrent. Hein. Détaillé et écrit, que je ne devais pas aller montrer à mon père, mais à l'autre que je ne suis pas allé montrer à mon père, mais à l'autre concessionnaire, mais pas tout de suite. Parce que d'abord, je lui ai expliqué que j'avais un vrai bon prix de leur concurrent qu'ils détestaient. Quand j'ai dit ce prix, ils ne sont m'ont pas cru. Ils m'ont dit c'est impossible, croyant que je bluffais. J'ai insisté que je disais vrai et ils ne l'ont toujours pas cru. Alors seulement j'ai montré la soumission écrite. D'ailleurs, il doit y avoir un fondement psychologique à l'efficacité de cette méthode. Donc voilà, il a bidouillé, il a négocié pour avoir un meilleur prix. C'est vrai que pour acheter une voiture ou des trucs comme ça, c'est bien de faire la négociation parce que c'est beaucoup d'argent. Donc voilà, là il explique aussi que certains de ses amis, ils attendaient le bon moment avant d'acheter une voiture quand il y a liquidation selon les périodes. Et c'est vrai que par moment, il y a des liquidations et c'est là le meilleur moment d'acheter pour les voitures. Aussi, quand vous achetez l'immobilier, il faut savoir, je ne vais pas vous le dire, mais il faut savoir qu'il y a des périodes dans l'année où il y a moins de personnes qui achètent de l'immobilier à une certaine période. Et c'est à cette période-là qu'il faut en fait mieux acheter, vous aurez les meilleurs prix. Surtout que l'immobilier, vous l'avez pendant longtemps. Donc attendez la bonne période où les gens n'achètent pas pour pouvoir chercher un bien immobilier et l'acheter. Pas avant. Parce que c'est énormément d'argent économisé sur des trucs pareils, sur des gros trucs comme ça, c'est énorme quoi. Donc voilà, il dit là la concurrence est tellement féroce que la plupart des commerçants accordent un rabais à condition qu'on leur demande. Et c'est vrai qu'on ne le fait souvent pas, il faut demander systématiquement des rabais et jouer la concurrence, etc. Et alors là, il objecte comme quoi, ouais, certains n'ont pas le temps de marchander, etc. Alors si, ils devraient prendre du temps parce que c'est beaucoup plus plaisant de négocier que de travailler dur pour gagner un peu plus d'euros, quoi. Surtout pour des gros trucs comme une voiture, l'immobilier et autres. Hein. Faut négocier, quoi. Après, ça marche pas toujours. Hein. Moi, j'ai essayé de faire ça chez certains concurrents avec des fournisseurs américains. Et c'est un concurrent, il n'était pas d'accord, il s'en foutait. Bon, du coup, j'ai acheté vraiment chez le concurrent de base, qui était nettement moins cher, vu que l'autre, il voulait pas me vendre moins cher. Mais bon, après, c'est un site aussi qui est pas pressé, qui a vraiment beaucoup d'argent. Ils savent que les cartes, elles vont continuer d'augmenter. Par contre, il y en a en masse, quoi. Hein, chez les Américains, ils en ont en stock. On va dire, ouais, c'est super cher, et alors on croit que c'est aussi super rare. Alors, c'est pas vrai. En général, si on regarde les différents sites, il y en a plein. Mais les prix sont généralement chers, mais on peut quand même jouer des fois sur la concurrence. Certains sont déjà moins chers de base, quoi. Et après, on peut toujours essayer de voir pour payer moins cher, mais ça marche pas avec tous parce que certains, voilà, ils s'en foutent. Ils sont multimillionnaires, les sociétés. Ils sont largement multimillionnaires et ils s'en foutent de vendre vite. Ils préfèrent les garder parce qu'ils savent que ça, tout d'un coup, le prix va monter et puis alors eux, ils vont les vendre parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. Dès qu'ils ne les vendent pas pendant des mois, des années, et dès que les prix ont augmenté, et ben alors les gens ils achètent, ploup, il n'y a plus rien. Donc ça ne marche pas dans tous les secteurs, mais dans certains secteurs, selon ce que c'est, notamment pour les voitures, forcément ça marche, une voiture achetée, ça perd de la valeur. Donc là, ça marchera automatiquement.
Là, je sais plus qu'est-ce que je voulais mettre en avant. Ouais, là, il parle de la santé, effectivement. Oui, c'est simple, c'est même mathématique. Tu peux, tu, tu peux choisir de souffrir tout de suite en t'imposant une diète et en faisant de l'exercice. Ou tu peux choisir de souffrir plus tard, mais sans pouvoir choisir le moment exact, en continuant de faire ce que tu fais et en tombant inévitablement malade. Et de surcroît, ça risque de faire mal, beaucoup plus mal. Pense-y, c'est ton choix. Donc là, ouais, c'est un truc qui te dit, ouais, ce sera plus gros problème si tu prends pas fais pas attention à toi au départ. C'est vrai qu'il y a des gens qui font vraiment pas attention à eux. Ils ont un surpoids, mais vraiment énorme, et ils font vraiment pas attention à eux. Bon, bien sûr, ça les regarde, c'est leur truc, mais ça cause aussi de sacrés problèmes, et ça va causer des problèmes vraiment vachement graves de pas faire attention, hein. Alors là, il met en avant tous les millionnaires paresseux délèguent. Et ouais, il faut déléguer dès qu'on peut. Au début, on est obligé de travailler dur, on va dire, par discipline, hein. Vous travaillez tant une temps d'heure par jour, hein. Vous faites par une certaine discipline, vous allez y arriver. Et par la suite, vous déléguez ce que vous pouvez. Ouais, après, bon, la délégation, choisir la bonne personne, c'est important, c'est normal. Ouais, donc là, il vient avec l'histoire du seau. J'avais déjà lu cette histoire de remplir le seau. Et quand le seau est plein, après, il va déborder. Donc attention, si vous donnez plein de trucs pour décourager ou plein de trucs positifs ou négatifs, le seau il se remplit dans un sens ou dans un autre. Et ça veut dire que vous allez avoir en retour des choses qui sont bien ou mal selon comment vous allez réagissez. Donc faire gaffe à à ce qu'on dit aux autres, que ce soit direct ou indirect, hein. Donc là aussi, il met en avant pourquoi Tiger Woods ne participe pas à tous les matchs parce qu'il garde l'énergie pour les vrais matchs, hein. Donc il ne faut pas tout faire de nouveau. J'ai déjà aussi entendu ça, hein, sur un gars qui joue à Magic qui est extrêmement fort. Et il avait dit qu'il ne participait plus à tous les trucs, quoi. Au début, il le faisait, et par la suite, plus. Il s'intéressait plus qu'à participer, à garder son énergie pour les gros événements, et il faisait plus les petits par la suite, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui compte, quoi. Pas la peine de participer à tout, quoi. Donc Tiger Woods, c'est le gars qui fait du golf, hein. Et à ce qui paraît, celui-là qui faisait avant lui, le Jack Nicklaus, il avait fait la même chose. Ok. Euh, Donc là, le dernier truc qui parle, c'était n'acheter que lorsque vous l'avez décidé. Alors il appelle Goliath le vilain bonhomme, c'est les publicités et tout ça, de pas se laisser faire. Et alors il dit, il y a trois choses pour pas se laisser faire et d'acheter seulement quand vous l'avez décidé. La première, Pierre, c'est le discernement. La deuxième, la discipline. Et la troisième, c'est l'équilibre, hein. Voilà. Donc il achète quand il veut, c'est assez bien. N'achetez que lorsque vous décidez d'acheter et ne laissez pas les autres, ne laissez pas Goliath décider à votre place, car ce sera les laisser décider pour toute votre vie. C'est vrai que si vous laissez influencer par les autres et d'acheter les trucs, ah oui, c'est ce que vous faites vous de votre côté, clairement. Mais vous n'allez pas le faire. D'ailleurs, finalement, je suis bouté sur l'autre partie, je ne me suis pas rendu compte parce qu'il marque toujours le millionnaire paresseux. Alors que c'est déjà la partie clairement l'art d'être en vacances. Libérer les fausses obligations, elles le sont toutes ou presque. La majorité des gens sont débordés, vivent dans un état constant de stress au bord du burn-out et de la dépression, l'impression de vivre à moitié, même s'ils prennent toujours les bouchées doubles. Ouais, c'est pas bon de travailler à fond. Moi, j'ai aussi travaillé à fond. Je travaille plus autant parce que ouais, c'est pas bon pour la santé et au final, c'est pas ce qui va vous permettre d'avancer.
Ce qui est meilleur, ce qui est d'ailleurs une autre des règles d'or pour gérer son temps comme un homme toujours en vacances qui consiste à changer l'ordre dans lequel vous accomplissez les tâches. Ouais, ça c'est très important. Alors pour aussi changer votre ordre sur lesquels vous accomplissez vos tâches, hein, bah, il faut que vous ayez un planning tous les jours. Et dans votre planning, vous allez trier ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas. Donc, vous allez mettre derrière votre apprentissage. Vous allez mettre généralement tout derrière en dernier. Et en premier, vous allez faire ce que vous devez produire. Donc, vous avez une chaîne YouTube comme moi, vous devez faire des vidéos. Alors, faites des vidéos. Priorité. Avant l'apprentissage, avant de lire, regarder des vidéos. Pareil, de temps en libre, qu'importe que vous faites du sport, je sais pas, vous faites des jeux vidéo, du sport, je sais pas, qu'importe. Votre hobby, vous le faites en dernier. D'abord vos tâches et après le reste, il faut faire les priorités parce que sinon vous ne les faites pas, vous n'allez pas produire les choses. Et si vous ne produisez pas les choses, bah, vous n'allez pas gagner d'argent. Et c'est ça le truc. Il faut tous les jours faire votre quota de travail en priorité et après le reste. Surtout si vous perdez du temps à scroller ou à regarder vos notifications. Moi, la plupart des notifications, en fait, je les bloque. Celles-là qui montent sur les navigateurs, tu vois, elles sont toujours bloquées. Et la majorité des notifications de mon téléphone, elles sont bloquées. Ce qui reste, qui a sonné avant, c'était les SMS. Comme vous l'avez vu, je ne regarde pas, je m'en fous. Je regarde quand je l'ai décidé et pas quand eux l'ont décidé. Mais voilà, le truc c'est vous désactivez tous ces trucs. Et même vous pouvez mettre des bloqueurs sur les pages Facebook, etc. pour éviter de scroller. Personnellement, moi je mets un bloqueur, je regarde pas. Je regarde sur le téléphone portable, c'est vrai. En général, je le fais quand je dois attendre pour un truc, genre quelque chose qui charge ou autre. Alors je regarde vite fait un petit coup et puis je regarde si je trouve des pubs intéressantes. Moi j'aime bien analyser les pubs parce que je vais voir si je trouve une société, que je peux faire de l'affiliation, ou je vais voir qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce que moi je pourrais faire le même genre de pub, est-ce que c'est bien ou pas. C'est le genre de truc qui m'intéresse. Bon après bien sûr, je me fais aussi avoir des fois par les fils d'actualité des personnes qu'on connaît. Quoique c'est hyper rare quand même que je réponds pas trop. Je réponds quand même de temps en temps, je me fais avoir, j'ai toujours des problèmes avec, mais en général, il vaut mieux rien dire. Ça vous évite de perdre du temps. En plus, quand vous dites quelque chose, ça réplique, et puis des fois, ça sera pas forcément bien. Et donc, autant ne rien dire, c'est le mieux à faire, et de ne pas le voir. Et de ne pas voir ce qui se passe et de se concentrer sur les priorités. Ouais, donc là, il revient avec le temps, comme quoi, maniaque du temps, parce qu'il a réfléchi sur certaines choses pour gagner du temps. C'était son histoire où il dit il se rase dans la voiture. Il faut savoir que Mark Fisher se rase dans la voiture. Et là, il a dit son truc. C'est vrai que c'est pas si bête que ça parce que les femmes le font bien. Elles se maquillent bien dans la voiture. Donc pourquoi les hommes ne pourraient pas se raser dans la voiture et donc gagner ce temps vu que c'est une tâche qu'on est obligé qu'on doit faire, mais qui est désagréable quoi, qu'on préfère éviter. Et donc ouais, se raser dans la voiture, c'est pas une mauvaise idée dans un sens. Et donc c'est là qu'il a parlé d'économiser du temps. Il y a d'autres trucs pour économiser du temps, comme je l'ai dit. Moi, quand quand il y a un truc que je dois charger, même si je dois redémarrer d'un système d'exploitation à l'autre, alors il y a un petit temps. Même si les systèmes d'exploitation sont sur des SDD, ce qui est plus rapide, il ne reste pas moi qu'il y a quand même un certain temps. Et ce temps-là, bah, moi j'utilise pour scroller vite fait sur le téléphone et après, voilà, je me remettrai à mon travail parce que sinon c'est du temps perdu si je faisais rien. Alors je m'en sers. Je me dis, tiens, c'est là le moment que je vais regarder vite fait le scroll et après je reviens sur le travail qui est en cours. Parce que c'est des tâches il y a des tâches comme ça qui vous font perdre du temps bêtement. Et donc vous pouvez trouver des petites magouilles comme ça, c'est bien. Quand vous attendez à la poste, c'est pareil, vous pouvez faire des choses quand vous êtes en file d'attente à la poste ou même au médecin. Pourquoi quand vous allez au médecin, vous prenez une revue qui vous servira à lire. Vous pouvez emmener faire quelque chose qui est vraiment utile ou lire quelque chose de vraiment important comme des livres de développement personnel pendant votre attente chez le médecin ou autre, chez le dentiste ou qu'importe, au lieu de perdre du temps. Vous pouvez économiser ce temps. Allez, donc j'ai à peu près fait le tour un peu, j'ai un peu parlé de ce livre. Vous le retrouvez en description si le livre vous intéresse, donc je vous le donne en description. Alors ça reste des liens à affilier, mais comme j'ai dit, sur un livre, je gagne rien du tout quasiment. C'est pas ça qui va changer ma vie. Par contre, j'aime bien voir qui le fait,
voir, voir si ma communauté elle est plus dans un sens intéressante ou pas, si ça vaut la peine de continuer ou pas. Parce que bon, c'est sûr qu'après les livres, voilà, l'affiliation sur les livres, ça payera pas. C'est pour ça qu'à l'époque, quand j'avais essayé en 2013 avec du blogging, eh ben, je l'avais très vite coupé parce que voilà, c'est pas ça qui va changer la vie. Et vendre une formation, ben, comme j'ai dit à un moment dans la vidéo, eh ben, ça m'embêtait. Même si j'en ai fait, je les ai jamais cherché à les vendre parce que le problème, je sais qu'il y a toujours des gens qui sont meilleurs que moi. C'est quelque chose qui me posait problème. Mais d'un autre côté, voilà, il y a des gens qui vous apprécient, ils veulent acheter à vous, pas à quelqu'un d'autre, donc on va lui donner pas leur truc. Ils seront pas contents. Et pourtant, ce que vous avez fait, ça rapporte quand même de la valeur. Même si peut-être qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs, mais il y a aussi des gens qui sont plus nuls. Et il y a toujours donc, comme dit, un seul type qui sera meilleur que les autres, et il sera jamais toujours le cas. Il est peut-être même pas francophone. Voilà. Donc c'est un truc qui est quelque chose qui m'était difficile à moi, mais quelque chose qu'il faut changer. Parce que voilà, ce qui importe, c'est la valeur quand même que vous allez rapporter aux gens, pas forcément d'être le meilleur. Et voilà, si les gens les attendent sur vous plutôt que sur un autre, eh ben, vous pouvez leur faire plaisir en leur donnant ce qu'ils veulent. Allez, j'y pense. N'hésitez pas à me dire comme d'hab, à mettre un commentaire, ça aide au référencement. Ça me permet aussi de réfléchir un petit peu à ce que vous voyez à propos de ce livre si vous l'avez lu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et notez aussi qu'en description, si vous voulez vous bouger le cul, je vous laisse une liste de 70 sites où vous pouvez faire de l'affiliation pour gagner de l'argent pour ceux qui s'intéressent à l'affiliation. Comme moi, je l'ai dit, moi je préfère techniquement les trucs numériques aux trucs physiques, même si je fais les deux. Les trucs numériques, je trouve c'est meilleur, donc je le dirais comme c'est. Allez, bye bye, à la prochaine les amis.